Laurent Roland Anthony, bonjour. Ahmed Arikwa, ami internaute, ami téléspectateur de DNTV, bonjour. Bienvenue. Merci. Oh, je terminerai la phrase plus tard. On débat par le quotidien Le Grand Jury. Désignation du successeur du feu de Dravo CA de Rouedo. Le président Joseph Diogbenou n'a pas droit à l'erreur. Le non-respect du choix consensuel de la coordination UPR de l'arrondissement sera préjudiciable au parti, selon le quotidien. Je voudrais peut-être exprimer ma tristesse de voir un tel titre à la une d'un tel journal ce matin. Parce que quand est-ce que Dedravo est déjà passé de vie à trépas? Quand est-ce qu'il a été inhumé? Déjà, on fait la guerre de sa succession. Parce que quand je regarde ce titre, je me dis, ce n'est pas un titre anodin, ça doit être une communication de quelqu'un dans les coulisses qui aspire à occuper ce poste-là. Ou en tout cas, positionner quelqu'un. Et c'est là toute la réalité de l'espèce humaine. Vanité des vanités, tout est vanité. Donc, vous voyez tout ce que Dedravo a pu faire. Dedravo, c'est quelqu'un qu'il faut respecter, je le dis. Parmi tous les maires de Calavi que j'ai pu connaître, je crois que ce monsieur, je n'ai pas eu de relation personnelle avec lui, mais à l'observer de loin, c'est quelqu'un qui avait vraiment du charisme et qui était beaucoup plus ouvert, beaucoup plus accessible à tous dans une certaine mesure. Et donc, il est mort, ça ne fait pas encore une semaine, on l'a inhumé, ça ne fait pas une semaine, mais déjà que les gens sont capables de payer peut-être pour une communication à la une d'un journal pour pouvoir commencer par parler de quelqu'un qu'ils ont positionné ou bien d'eux-mêmes qui souhaiteraient être à cette place. C'est assez triste, c'est assez triste. Et ça doit inspirer tous les acteurs, tous ceux qui occupent des postes de responsabilité, ils doivent comprendre que vanité des vanités, vous faites tout ce que vous voulez, mais à un moment donné, quand vous partez, c'est juste 24 heures après, les gens vous oublient et commencent par réfléchir à comment faire pour vous remplacer. Et c'est là toute la réalité. Je crois qu'en l'état, cette semaine, on aurait pu laisser se passer cette semaine d'abord, aller dans une autre semaine, dans la semaine prochaine ou dans 2 semaines avant de commencer par une telle communication où on court déjà vers le poste. Alors, si ceux qui communiquent ou bien qui ont commandité cette communication-là prenaient le poste et qu'une semaine après, eux-mêmes passaient de vie à trépas, qu'est-ce qu'ils diront? Ça ne sert à rien de vouloir en même temps s'élever sur peut-être le cadavre ou les cendres de quelqu'un d'autre. Il vaut mieux faire les choses autrement. Si ce n'est pas à vous, ça ne viendra pas à vous. Vous allez beau communiquer. C'est une manière de vouloir forcer la main à Diogbenou pour dire oui, c'est tel qui doit être. C'est quelle manière de communiquer ça? Et c'est quelle manière de faire la politique ça? La personne décède, ça ne fait pas une semaine et déjà on pense à le remplacer. Et ça, on le met à la une d'un journal. Et je crois que les confrères aussi doivent pouvoir faire attention à certaines choses. Vous dire oui, écoutez, quand même, observons tout au moins une semaine de, comment vous appelez, de deuil quand même, tout au moins, de deuil, et pensons véritablement à l'après, c'est-à-dire, même si nous sommes pressés de prendre ce poste, si nous prenons là, est-ce que nous pourrons vivre longtemps là, comme ce monsieur? C'est de ça qu'il est question. Que les gens fassent très attention à ces trucs-là. Restons avec le quotidien, le grand jury, Laurent Roland Anthony, tant qu'on y est. À lire également ce matin, prise de service de la Cour constitutionnelle 7e mandature. Le président Dorothée Sosa et les siens doivent redonner confiance et assurance aux Béninois dans leur impartialité. Oui, là où nous sommes aujourd'hui, c'est vrai que Razak Yamounda, pour le temps, un peu de temps qu'il a passé à la tête de la Cour constitutionnelle, en succédant à Diogbenou, a semblé donner un peu confiance, assurance aux Béninois. Je dis semblé parce que oui, même s'il a rendu des décisions favorables à certaines fonctions politiques, ce qui a permis aux démocrates à l'élection, et qui, même si dans le fond de certaines décisions, oui, on voit une certaine impartialité, et qui redonnait l'espoir, voilà une nouvelle équipe qui, au fond, ne représente pas peut-être, n'est pas la configuration, n'est pas l'illustration de la configuration politique que nous avons à l'Assemblée nationale. Mais ça, là, n'est pas le débat. Le débat, la responsabilité revient à chaque acteur de cette cour. Il doit pouvoir comprendre que, oui, nous sommes là pour donner assurance, en tout cas aux Béninois, leur redonner espoir et travailler en toute impartialité. C'est ce que je dis. Ils sont là, installés par un pouvoir en place, une majorité parlementaire, mais ils sont là pour l'intérêt général de la nation.
C'est important de le dire. Laurent Roland Tononiquès. Allons à la une du quotidien Nassiara à présent, qui parle de notre fait d'actualité, flambée des prix du carburant. D'ailleurs, le sujet était en débat, ou en tout cas en discussion, il y a quelques jours en plateau, je pense que c'est le mardi. La Société nationale des hydrocarbures a invité à plus de diligence pour satisfaire les usagers. Laurent. Oui, la Société nationale des hydrocarbures est invitée à plus de diligence pour satisfaire les usagers parce que, oui, aujourd'hui, ce n'est pas la manière dont les gens pouvaient commander, c'est pas de la manière dont les gens avaient la possibilité de commander les produits pétroliers eux-mêmes pour satisfaire leur clientèle. Il y a une société nationale qui s'occupe de tout et donc vous devez passer par cette société. Mais quand on regarde un peu ce qui se passe au niveau des stations, on se pose mille et une questions. Parce que, oui, oui, les gens sont censés passer par cette société passer les commandes par les sociétés créées par l'État. Mais on se rend compte que dans nos stations, puisque le bailleur de plus en plus a une inexistence sur le terrain, le coût est élevé, on constate que au niveau de la pompe, au niveau des stations, il n'y a pas de disponibilité. Donc, on se pose la question de savoir où est-ce que ces gens-là s'approvisionnaient alors. Est-ce que c'est véritablement pas le circuit normal ou bien il y avait un circuit noir par lequel ces gens... c'est vrai que je me rappelle de ce reportage qui avait été fait par Eden TV où ils sont allés se prendre avec les douaniers une équipe de Verwida où les gens mettaient l'essence de contrebande dans les camions citernes et allaient déverser dans les stations. Donc, est-ce qu'à un moment donné, la pratique a cessé? Parce que si on ne peut pas comprendre que vous soyez en train de vous approvisionner au niveau de l'État et qu'à ce moment maintenant qu'il y a une disponibilité du produit. Il y a de la demande au niveau des stations. Que vous n'en avez pas, vous n'en ayez pas. Et donc, je pense qu'il faut voir à ce niveau. Si c'est la Société nationale des hydrocarbures qui est en faute, que l'État prenne ses responsabilités pour que des commandes soient faites, parce que là maintenant, on constate que les Béninois ont pris l'habitude d'aller dans les stations. Il y a des files interminables dans les stations. Et si on y va et que malheureusement, il n'y a pas possibilité d'en avoir, moi j'ai fait l'expérience malheureuse, on est jeudi, le mardi. Et cette séance malheureuse, c'était que oui, en venant au boulot, j'ai parcouru 3-4 stations sur la voie, je n'ai pas trouvé le carburant. Au retour, la seule station dans laquelle il y avait du carburant, il y avait du monde. Je ne voulais pas aller prendre de l'essence au bord de la voie, mais il se fait que je devais déposer ma famille quelque part. Juste à quelques mètres de l'endroit, c'est que mon moteur s'est coupé. Panne sèche. J'avais l'argent sur moi, mais je n'avais pas le produit. Et je n'avais pas la possibilité de faire un rang dans une station. Alors que sur le tronçon dont je parle, il y a au moins une dizaine de stations. Des stations, mais qui ne sont pas approvisionnées. Qui ne sont pas approvisionnées. Donc, il y a un problème. Donc, les gens auront malheureusement des pannes sèches en pleine circulation. Ça peut occasionner des accidents, ça peut créer des dommages sur leur moteur. Autant de choses. Donc, l'État doit prendre ses responsabilités et aller très vite à satisfaire, en tout cas, les demandes des stations pour que les Béninois puissent trouver le produit dans leur moteur. Sur le même sujet, il y a Dynamisme Info qui écrit insuffisance de stations, service face à la crise du carburant. Le gouvernement refuse de voir la réalité en face. Avez-vous le même sentiment, Laurent? Est-ce que le gouvernement refuse de voir la réalité en face? Peut-être qu'on peut dire que le gouvernement refuse de voir la réalité en face quand ça va durer dans le temps. Peut-être que ce qui est arrivé maintenant a surpris le gouvernement. Il faut peut-être, je ne les dédouane pas, mais c'est une manière de voir les choses. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas prévu qu'à un moment donné une telle décision. Parce que d'abord, la décision qui a été prise, en tout cas annoncée par Tinubou, est annoncée, en tout cas pour être prise, être appliquée à partir de fin juin. Oui. Et donc, en réalité, ce qui se passe aujourd'hui, l'inflation qu'on observe aujourd'hui, qu'on remarque aujourd'hui, c'est peut-être les contrebandiers qui sont allés très vite en besogne, à mon avis, et qui font qu'on a ce problème. Donc l'État ne s'était pas préparé par rapport à ça. C'est vrai qu'un État, c'est des prévisions, c'est des planifications, et attendre, et se préparer à supporter toutes les situations imprévues. Maintenant, mais en l'État, quand on regarde un peu la réalité, c'est que l'État peut-être n'était pas préparé à ça. Il va falloir que maintenant que nous sommes en pleine de la situation, que l'État prenne ses responsabilités en faisant le maximum pour nous satisfaire au niveau de la pompe. C'est ce que je pense. Autre fait d'actualité, Laurent Roland Tononiquès, on parlait tout à l'heure de la passation de charge au niveau de la Cour constitutionnelle, j'y arrive. Une autre passation de charge, cette fois-ci au ministère des Affaires étrangères, avec justement Olusegun Adjadi Bakari. La nation
écrit ce matin « La jeunesse pour un nouveau souffle à la diplomatie ». Oui, c'est vrai que depuis 2016, Patrice Talon fait la promotion de certains jeunes. Ça il faut le dire. Il y a des jeunes qui ont été promus dans son gouvernement et des jeunes qui ont assez de compétences, assez de talent, qui font le maximum qu'ils pourraient faire. En tout cas, même si au niveau de la jeunesse, pour autant, la liaison n'est pas, le lien n'est pas assez fort, mais c'est les jeunes qui valablement font leur travail sans relâche. Et en cela, il faut remercier Patrice Talon qui continue de faire la confiance à la jeunesse. Et moi, je pense que oui, l'avenir de ce pays, c'est la jeunesse. Ce n'est pas ceux qui, depuis 60 sont là et qui refusent de partir. C'est vrai qu'il a réussi, Patrice Talon, à mettre certains... en tout cas, à envoyer certaines familles à la retraite forcée, retraite anticipée. Parce qu'eux, ils pensent à 80 ans qu'ils sont encore jeunes. Donc, Adjadi qui vient au ministère des Affaires étrangères, oui, c'est, je le dis, hein, c'est un homme d'affaires, c'est un entrepreneur, c'est un homme qui a du réseau. Donc, peu ou prou, il y a qu'à un moment donné, son réseau pourrait servir aux intérêts du Bénin. Donc, c'est une bonne chose. Mais je voudrais remarquer que dans la passation de service, quand je regarde, je lis un peu le discours de Gérard Bonamci, je crois que quelque part, il me donne raison quand je disais que quand on parlait, par exemple, de la carte diplomatique et que les gens pensaient tôt que c'est de son initiative. Justement, cette carte a été revue. Oui. Il y a le quotidien Matin Libre qui a titré d'ailleurs là-dessus. Passation de charge au ministère des Affaires étrangères, Agbenonsi rend Talon comptable de son bilan. Oui, je vais lire peut-être une partie du discours d'Agbenonsi que j'ai pu avoir très tôt ce matin par, je ne sais pas, un téléspectateur de DNTV qui a voulu partager ça avec moi. Au cours de ces dernières années, j'ai contribué autant que je pouvais à accomplir la mission assignée à mon département avec loyauté, dévouement et fidélité sous son autorité. Car, faut-il le rappeler, c'est lui qui, en vertu de ses prérogatives constitutionnelles, décide des orientations de notre politique extérieure en fonction des enjeux qui lui semblent importants et de ses ressources. Donc ça veut dire que quoi? Le monsieur est en train de dire clairement, s'il y a gaffe, peut-être c'est pas moi. Et c'est peut-être que je fais ce qu'on m'a confié. J'ai fait ma mission avec dévouement et loyauté, donc dans une certaine mesure. Voilà pour dire que oui aussi, les cadres aussi, quoi. C'est ce que je dis. C'est trop facile de dire là maintenant que c'est... Une manière de se dédouaner. Oui, c'est trop facile de se dédouaner. Vous êtes cadre international, très bien payé, et peut-être quelqu'un qui n'est pas cadre international, il est homme d'affaires. Il connaît que le langage des affaires, même s'il connaît le langage des politiques du Bénin. Pardon, il connaît le langage politique du Bénin en étant faiseur de roi par le passé. Il ne connaît pas certainement le langage diplomatique ou le langage international. Vous avez étudié cela. Et donc, le monsieur vient vous dire ça. Vous refusez, vous appliquez ce qu'il dit. Et après, vous voulez dire que quoi? Non, je crois que les cadres de ce pays ont un problème. Le problème qu'ils ont, c'est le problème de l'affirmation de soi. Vous allez à l'école, vous apprenez quelque chose, vous venez servir quelqu'un, la personne vous dit c'est ça, vous dites non. Dans les règles ce qui est normal, c'est ce qu'il faut faire. La personne n'est pas d'accord, vous avez la possibilité de déposer le tablier. Plutôt que de rester là, subir et faire, et demain dire après que c'est tel, que ce n'est pas vous. C'est une manière de... Et voilà, le chef de l'État aussi, automatiquement, après son limogeage, fait une réunion avec les ambassadeurs et décide de revoir la carte diplomatique. C'est pour une manière aussi, pour les chefs de dire, écoutez, c'est l'autre qui m'avait induit en arrêt. Finalement, on va croire qui entre les deux. Je crois que le problème se pose. Les cadres à divers niveaux doivent pouvoir comprendre qu'ils jouent parfois leur crédibilité, leur avenir et leur honorabilité. Donc, si ce qu'on vous dit de faire ne rentre pas dans le cadre normal des choses qu'on doit faire, vous devez pouvoir dire non, je ne peux pas faire. Mais vous le faites parce que ça vous profite. Mais écoutez, quelqu'un a dénoncé que les véhicules de fonction des ambassadeurs sont envoyés au Bénin, a dénoncé comment est-ce que c'est gérer ces véhicules. Mais écoutez, qui a parlé? Personne n'a parlé. Qu'il nous fasse le point, venez nous faire le point des véhicules de fonction des ambassadeurs qu'on a envoyés au Bénin là. Qu'on nous fasse le point. Qui a pris quoi dedans et comment est-ce que c'est partagé? Qu'on nous dise clairement. Donc, c'est parce qu'aujourd'hui on vous saute que vous allez chercher les moyens pour vouloir dire que, écoutez, ce n'est pas vous. Hein.
c'est bien vous. Vous êtes aussi coupable à 50%, et peut-être le chef aussi à 50%. À 50%. Alors, vous faites bien, en tout cas, Laurent Roland Tonenquès, de faire allusion au discours du ministre, sinon du désormais ancien ministre des Affaires étrangères, Aurélien Agbenossi. C'est un discours, il faut le dire, empreint de beaucoup d'esprit, hein, puisque Matin Libre, justement, nous propose un autre morceau choisi. L'histoire saura certainement juger. Oui, l'histoire sera jugée, il y a lui aussi ça là. Est-ce qu'il veut dire maintenant que oui, il a bien fait, que finalement... Peut-être qu'il se sent lésé. Il se sent lésé. Oui. Écoutez, mais il n'est pas le seul intelligent, mais le seul béninois intelligent quand même. Arrêtons avec ça. C'est vrai qu'il a fini son discours par une interrogation. Oui, oui, j'ai dit. Il dit aussi le guetteur de l'aube ou celui du soir devra-t-il s'accrocher à son bâton de pèlerin, scruter l'horizon au prisme de ses défis? Lequel de ces guetteurs serais-je? Je ne le sais pas encore. À nous revoir, vive la République. Écoutez, l'histoire sera jugée, d'accord. L'histoire sera jugée, je suis d'accord. L'histoire sera certainement jugée, d'accord. Il n'y a pas de problème. Mais ce que je dis, c'est qu'à un moment donné, que les gens comprennent que oui, la politique, c'est pour un temps, c'est pas pour une éternité. Surtout que ce n'est pas vous qui êtes élu et qu'on vous a amené là. D'ailleurs, écoutez, quand on regarde un peu le parcours, quand on regarde ces gens-là, ils sont au gouvernement depuis 7 ans. Écoutez, c'est comme s'ils sont les seuls intelligents sur plus de 12 millions de Béninois. Et ils pensent que c'est eux qui doivent occuper le même poste pendant des années, vivre là jusqu'à la fin du mandat de patrie à 10 ans. Bon, je n'ai rien contre ça, ils n'ont qu'à rester là. Mais il faut qu'ils se préparent aussi à être comptables de la gestion de Patrice Talon s'il échoue. Ils seront célébrés si Patrice Talon finit bien à célébrer. Et d'ailleurs même, quiconque pas mieux, et le peuple doit pouvoir se réveiller. Parce qu'on a tout fait de parfois jeter le tort seulement sur les chefs d'État. Dans ce pays, on a vu Koupaki servi Boniaï tout le temps, avec dévouement, loyauté, sans pouvoir s'opposer à certaines décisions de Boniaï. Après, c'est lui qui est ressorti du gouvernement pour nous montrer qu'il a un acteur politique nouveau, en créant une nouvelle conscience dans ce pays. Et voilà ce qu'on veut voir encore. Des gens qui vont servir Patrice Talon pendant 7 ans seront grassement payés sur le dos du contribuable. Le jour où Patrice Talon va leur tourner dos, ils viendront jouer les victimes. Que personne ne les prenne comme des victimes. Ils sont aussi coupables si Patrice Talon est coupable quelque part. Ils sont aussi, en tout cas, à célébrer si Patrice Talon est célébré quelque part. Donc, que personne ne vienne nous jouer la victime. Que chacun se range et va à toutes les occupations en laissant le peuple béninois dans ces conditions. Parce qu'on les a vus. Les gens dénoncent, quand vous dénoncez des mauvaises gestions ou bien des situations, on vous prend pour opposant. Et c'est le même ministre-là qui dans des cercles fermés, vous insulte, vous traite de tous les noms. Vous traite d'inintelligents, vous traite de badauds, vous traite de délinquants, vous disent tout. Et quand on se sépare d'eux, ils sont les premiers à vouloir prendre la parole et dire n'importe quoi et jouer les victimes. Que personne ne vienne se jouer la victime pour le peuple béninois. Et que le peuple béninois soit très éveillé vis-à-vis de ces personnes-là. Ils sont, avec Patrice Talon, 7 ans après, on les a dégagés. Ça ne veut pas dire qu'ils sont les bonnes personnes. Attention, il faut faire très attention avec ces personnes-là. Parce que je vois que quelque part, les gens écrivent à la ligne qu'ils déclarent sa candidature. Ils veulent déclarer sa candidature au Bénin ici pour être président. Et après, ils nous disent que Patrice Talon est mauvais. Non, c'est trop facile ça. Ce temps est révolu. Allez, restons au ministère des Affaires étrangères. Laurent Roland Tonenquès, et intéressons-nous de plus près au nouveau ministre donc, en charge de la diplomatie, de la coopération au Bénin. Enfin, on espère que la coopération reviendra donc au niveau de ce ministère. À force de couper en tout les bras de l'autre, on a fini par comprendre qu'il vaut mieux il fallait mieux déraciner l'arbre carrément et venir replanter un autre arbre. Donc maintenant qu'on a replanté un autre arbre, il faut peut-être refaire le greffage, ramener la coopération, parce que je ne comprends pas sur quelle base on va envoyer la coopération au ministère des Finances. Encore que là-bas, le gars est déjà étouffé parce qu'on lui avait remis déjà la planification. Et donc déjà, je crois que les finances d'un État, c'est assez de choses déjà. Et il doit gérer tout ça. On lui confie la planification. Avec au dire des diplomates, par exemple, enlever la coopération au ministère des Affaires étrangères, c'est vider le ministère. Oui, en fait, la coopération, quand on dit ministère des Affaires étrangères de la coopération, oui, la coopération, c'est le socle même de ce ministère. Et donc, d'ailleurs, même si on met Adjadi là, qui a été une pièce maîtresse dans beaucoup d'actions de coopération au plan ouest africain, je crois que
il serait normal de lui ramener ce volet-là. Justement, Olusegun Adjadi Bakari, parlons-en, nommé il y a quelques mois seulement, hein, ministre aux investissements, conseiller aux investissements, et là, ministre des Affaires étrangères, quelle lecture? Non, je crois que le jeune Adjadi, d'abord entrepreneur bontain, mais qui est assez présent dans les négociations dans la sous-région avec les investisseurs, les chefs d'État, a un bon carnet d'adresse. Et donc aujourd'hui, le Patrice Talon recherchant l'oiseau rare, parce qu'on l'avait nommé, n'oublie pas qu'on l'avait nommé ministre conseiller, pardon, aux investissements, justement. Et donc, sachant qu'il a la possibilité de négocier. Il y a moins de 2 mois, si je ne m'abuse. Voilà, oui, en avril. Donc, sachant qu'il pouvait apporter beaucoup de choses au peuple béninois, en tout cas en termes d'investisseurs, en termes de partenaires qui pourraient travailler avec le Bénin, on lui a confié cette responsabilité. Mais aujourd'hui, on voit que, et je l'ai dit hier au cours de l'émission pour dire, Adjadi, quand vous regardez le personnage et vous écoutez les noms, ça vous oriente directement vers un pays. Ce pays, c'est le Nigeria, le géant de l'Est. Et quand vous le regardez aussi, vous suivez le nom, forcément, c'est un Yoruba ou un Ago. Nous avons à la tête du Nigeria aujourd'hui un Yoruba. Nous avons Dangote qui est aussi un Yoruba, qui bontain et qui peut-être a des démêlés ou des problèmes avec le pouvoir béninois. Dans une certaine mesure, Adjadi, pour moi, représente un élément qu'on peut utiliser dans les négociations avec le Nigeria. Parce que les gens se sentiraient beaucoup mieux à l'aise en discutant avec un ministère des Affaires étrangères qui parle peut-être le dialecte, leur langue, je ne dis pas dialecte, leur langue, donc, le Yoruba, ils peuvent se comprendre. C'est-à-dire que quand vous envoyez un Yoruba vers un Yoruba pour discuter, ils se comprennent forcément. Oui, voilà. Donc, plutôt que donc, voilà. Donc, il y a des codes qui peuvent comprendre, il y a des choses qui peuvent comprendre, et ça peut favoriser les relations entre le Bénin et le Nigeria. Et de l'autre côté, n'oubliez pas qu'il a servi au Togo. Donc, les quelques problèmes que nous avions par le passé avec le Togo, avec ce ministre, on peut arriver à tourner le doigt à ces problèmes-là. Maintenant, quand on parle des investisseurs au plan mondial, j'ai rappelé hier que c'est quelqu'un qui est en discussion, qui a discuté avec le groupe Arise IIP, pardon, qui a contribué à mettre en place la plateforme industrielle d'Aditi Copé à Lomé. Et c'est ce même groupe Arise IIP qui, en fait, était à la base de la zone industrielle de Glodjibé. D'ailleurs, le site sur lequel est implantée l'entreprise de Adjadi qui fait le moteur électrique. Et donc, l'un dans l'autre, c'est un pion très essentiel qui peut apporter beaucoup de choses au Bénin, pourvu qu'on le laisse travailler et qu'on ne lui impose pas des choses, pourvu qu'il ait la possibilité de faire bien son travail et qu'il n'ait pas de soucis à se faire pour la suite. On va lui souhaiter bonne chance. La presse parlait encore en début de semaine de l'arrivée au pouvoir de Bola Ahmed Tinubu au Nigeria et analysait cela comme peut-être une nouvelle ère dans la coopération entre le Bénin et le Nigeria. Je pense qu'il y a matière à y ajouter, pourquoi pas, l'arrivée donc à la tête du ministère des Affaires étrangères de ce jeune ministre Olusegun Adjadi, puisqu'il faut le rappeler, enfin vous parliez de ses liens avec le Nigeria. Dans la presse, on a publié aussi une tribune qu'on lui attribue, donc qui date de 2016. Et à l'époque déjà, il parlait de la nécessité pour le Bénin de travailler en étroite collaboration avec le Nigeria. Il faisait des propositions. De faire, par exemple, de l'anglais la deuxième langue officielle du Bénin, voilà, de créer des zones d'échange. Il faut préciser qu'avant 2016, il était conseiller à l'économie de Biotchane. Il était dans l'équipe d'Abdoulaye Biotchane. Et donc, si Biotchane était président, je suis sûr qu'il serait l'une des pièces maîtresses de sa gouvernance. Donc, en fait, il a fait des propositions par le passé, les telles propositions doivent être... C'est l'heure maintenant pour lui, Oui, c'est l'heure, mais il faut qu'on lui laisse la main pour le faire. C'est-à-dire, il a beau travailler à avoir la vision, tout ça là, mais s'il n'a pas la possibilité... Il faut l'aval, évidemment, du chef de l'État. Oui, donc le chef de l'État, en le mettant certainement dans lui donne déjà l'aval, donc il doit pouvoir profiter. En tout cas, il est jeune, il a intérêt à bien faire son travail pour qu'à la fin, même si c'est dans 2 ans qu'on l'enlève de là, qu'on ait un bilan et qui pourrait contribuer à le célébrer. Allez, Laurent Roland-Tonenquès, autre fait d'actualité. Difficulté de clôture des opérations de lotissement des géomètres et urbanistes indélicats sanctionnés. C'est à la une du quotidien La Nation. Oui, écoutez, il faut sanctionner. Les géomètres, ils vendent les numéros là, en complicité avec certains jeunes des localités. L'exemple le plus frappant, c'est dans la commune d'Avoclavion. On en parlera toujours, on n'en parlera jamais assez. Et ils vendent des numéros. Après, on vous dit, bon, le numéro là est sur une voie,
Et quand on va faire recasement, on va faire, comment vous appelez ça vous êtes sinistré. Voilà, ils ont des thèmes bizarres. Sinistré, et qu'on va vous reloger. Et finalement, on va vous envoyer sur la parcelle de quelqu'un d'autre. On dit à cette personne-là que, comme on a fait le recasement, là, comme la personne a 2 parcelles, que le recasement, on a fait tout ça, que une de ces parcelles s'en va et au profit de telle personne. C'est une mafia. Ce n'est même pas que les propriétaires terriens qui vendent et revendent. C'est aussi les géomètres. Et ils sont champions dedans. C'est-à-dire, c'est eux qui vous montrent que vous avez raison ou pas. C'est-à-dire, non, on ne va pas parler de ça. Je ne sais même pas comment aborder le sujet parce que des histoires comme ça, j'en connais. J'ai encore un ami, un jeune. Écoutez, le monsieur, il a fait l'université. La géographie, il a fini. Il a soutenu. Il n'a pas trouvé à faire. Le gars a ouvert une blanchisserie. Il fait son travail. Il cotise de l'argent. On lui vend parcelle. On lui donne le numéro. Le gars achète, il paye tout. Hein? C'est à Gbetagbo là. Il paye tout. Maintenant, voir parcelle, maintenant c'est un problème. Après, on va le voir quelque part. On monte le numéro, on lui monte la carte, on dit que il se fait que son numéro se retrouve au milieu de la voie. Et qu'on doit refaire le recasement. Et depuis qu'il a déposé le dossier, ils sont en train de tourner en rond. Et c'est des géomètres sont aussi complices de cette situation. Je crois que tout géomètre indélicat doit être sanctionné. Et il faut que le tribunal foncier, je crois que le tribunal foncier, la CRIA donne 5 ans, 10 ans. Si le tribunal foncier peut donner 30 ans, 40 ans, je crois que ça va baisser un peu cette affaire-là. Il faut donner 30 ans, 40 ans. Si quelqu'un, écoutez, quelqu'un qui vend, qui fait travail à la fonction publique, le vieux enseignant, à l'époque, il était à 80 000. Il a pris 80 000 sur 30 ans. Et dans ça, il a réussi à trouver une parcelle achetée en 1983 ou 1984 à 300 000 ou à 200 000. Et il construit dedans, dessus. Et c'est 30 ans après que on dit que parce qu'il n'y a pas le lotissement recasement dans la zone par le passé, on veut faire maintenant. Et c'est maintenant qu'on dit que cette parcelle qu'il a eue là, que ça ne devait pas être sa parcelle. Il a très vite construit, il fallait attendre et qu'il devait se retrouver au niveau du bas-fond là-bas. C'est arrivé avec ma mère, à Kavila. Les gens nous ont levés de quelque part, nous ont envoyés dans un bas-fond. Et personne ne peut en parler. C'est-à-dire que vous parlez, si vous ne savez pas parler, on vous prend encore ce qu'on vous donne. Allez, Laurent, je crois qu'il faut amener tous les géomètres indélicats devant le tribunal foncier et commencer à leur donner. Quand on va donner 30 ans, 40 ans pour les premières personnes, le reste va se ranger. Laurent Roland Toulinquès, on va très certainement finir par un mot de sport, mais avant, un mot sur cette invite du quotidien Nasiara à l'opposition béninoise politique, code électoral et composition de la Sénat, l'autre combat de l'opposition. Oui, je crois que le code électoral et la composition de la Sénat, aujourd'hui, au niveau de la Sénat, il n'y a pas d'opposant. Bon, c'est vrai, il y a un opposant, on peut appuyer envoyer quelqu'un. Autant pour moi, il a pu envoyer quelqu'un. Maintenant, est-ce que cette personne est assez représentative, arrive à vraiment se faire entendre au sein de l'équipe de la Sénat? Et le code électoral qui a des imperfections qu'il faut corriger. Qu'on le veuille ou non, il y a des choses qu'il faut corriger. Notamment les 10%, c'est vrai que les 10%, c'est vrai que ça permet de savoir qui est qui dans le pays. Mais au fond, pour un pays comme le Bénin, où il y a le clivage linguistique, il y a le clivage culturel, il y a le clivage ethnocentrique dans une certaine mesure, est-ce que question de 10% pourrait marcher dans notre contexte? Il y a ce problème. Parce que ça va changer. Vous parlez de 10% en plan national, sachant que chaque fois les gens célèbrent des fêtes de communauté. Et entre communautés, ils se comprennent. Donc, si Amonsou tout le temps a été maître du Koufo et que Rungodi a été tout le temps maître de l'Ouémé, il faut comprendre que clairement que les gens peut-être se retrouvent par rapport à tel fils ou telle fille du terroir. On a beau dire que l'UPR ou le BR sont sur le plan national aujourd'hui, moi je continue de dire, Patrice Talon étant au pouvoir, BR, UPR vont continuer à avoir des suffrages un peu partout, tout comme UBFA, USAP sous Mathieu Kekou, et tout comme FCBE sous Boniaï. Il faut attendre le départ de Boniaï pour voir si, pour voir si l'UPR continuera d'être représentatif
représentative de la formation politique sur le territoire national. Donc, voilà un peu le problème. Donc, je pense que si la question est 10%, même si on est d'accord dans une certaine mesure que ça permet de savoir, de voir le vrai visage de certaines formations politiques, c'est peut-être quelque chose qu'on peut plaider, sur lequel il faut plaider, peut-être qu'on saute. Pour qu'on peut revoir. Je ne dis pas qu'il faut revoir nécessairement, on peut peut-être ramener ça à 5% ou à 7%, pourquoi pas, dans une certaine mesure. Peut-être que si on donnait à 5%, peut-être que Rumbedi aurait des motifs de quitter encore l'UPR pour aller se positionner avec son PRD pour avoir les 5%. Donc, je dis sacré Laurent. Décryptage info, oui, c'est bon. On peut évoluer. Décryptage info. Bénin, Sénégal, 5e journée des éliminatoires à Cannes Côte d'Ivoire 2024. Gernot Rohr porte son choix sur la jeunesse et justifie ses options, Laurent. J'ai pu voir des journalistes sportifs attaquer Gernot Rohr et je pense qu'ils sont en erreur. C'est parce que vous avez des complicités ou des amitiés avec les anciens joueurs qui pourraient vous glisser quelques euros parfois, qu'il faut penser que oui, il faut continuer à faire la promotion. Quand vous les supportez là, ils apportent quoi au Bénin? Quels sont les résultats? Au final. Je suis de ceux qui pensent qu'il faut commencer par faire confiance aux joueurs locaux. Préparer l'avenir du football béninois, en tout cas pour 5 ans, dans 3 ans, 4 ans, 5 ans. 6 ans, pourquoi pas. On amène les gars. Les gars sont même fatigués, ils n'ont même plus de compétition dans leurs jambes. Je le dis haut et fort. Les gars ne sont même pas dans des clubs. Ils sont peut-être dans 4e division ou 5e division dans leur club là-bas. Et d'ailleurs, même ils jouent, ils sont même pas alignés. Et vous voulez qu'on vienne les positionner. On vient les positionner pour faire quoi? Pour quel résultat? Alors que depuis des années, on éjecte des millions. L'argent du contribuable bénin, du contribuable, ça n'apporte rien. Quand il y a match, on a fait un vol spécial, on remplit les journalistes et les joueurs, et d'ailleurs même des patrons de presse qui ne veulent pas laisser partir leurs journalistes qui font le sacrifice quand il y a match au Bénin. Et quand il faut voyager, c'est les patrons de presse qui rentrent dans l'avion parfois. Et maintenant, ils vont là-bas, chacun mange bien à l'hôtel, on dort bien, on se permet ce qu'on veut, et puis après on rentre. On a peut-être un match nul ou bien on est battu, on rentre et on dit bon, la prochaine fois on va se battre. C'est quoi cette affaire, cette manière de faire les choses? Je crois que l'entraîneur est responsable de ce qui va se passer le 17 juin. On peut nous battre 5-0, il est responsable. Mais je préfère qu'on nous batte 5-0 aujourd'hui, que les gars, les jeunes locaux aient de la compétition dans les gens, se préparer pour l'avenir, plutôt que de continuer avec des gens qui n'ont dans leur tête que des matchs nuls. Match nul. Après calculatrice en main, et si on fait match nul avec Mozambique pour le dernier match, on aura 4 points, on sera qualifié. Et si le Sénégal peut nous laisser, et on va le battre 1-0, et puis après on fait match avec Mozambique dans leur pays là-bas, c'est fini, il faut finir avec ça. Les gens doivent se préparer véritablement pour les compétitions. Et si on constate que les anciens qui jouaient au football n'ont plus de compétition dans les jambes et ne sont plus alignés dans leur club dans une certaine mesure, il faut les mettre hors d'état de nuire parce que c'est eux qui nuisent à notre football. Ils viennent, ils prennent le sou, on leur prend billet d'avion, ils viennent, ils restent dans les hôtels, ils font ce qu'ils veulent et après on n'a pas les résultats. C'est quoi ça? Si les jeunes peuvent nous coûter moins cher, mais on va nous préparer pour l'avenir. Je préfère ça plutôt que de continuer à mettre de l'argent dans cette affaire qui ne nous rapporte rien. Justement, le sélectionneur Gernot Rohr a été clair sur le sujet. Notre choix, c'est de préparer l'avenir. Gasciani Info en parle ce matin. Et c'est clair, il faut préparer l'avenir. On peut pas les mêmes ont joué ici avec Edem Kodjo, les mêmes ont joué avec qui comment vous appelez? Depuis à tout quoi, Cécile, le Ghanéen là. Oui. Les mêmes qui sont là, on les connaît. Moi, je ne vois même pas. Je vois qu'on a pris ce seigneur, je sais quoi là. Pour moi, là, il faut le mettre aussi, lui, de côté. Non, il a beau être capitaine, on a dit qu'il a fait le PSG. Non, il faut mettre. Parce que ces personnes. Vraisemblablement, la dernière fois, sa prestation a été plutôt intéressante. Écoutez, ils sont d'une génération. Autant continuer de profiter de son expérience. Profiter de quelle expérience que les jeunes n'ont pas vue jusque-là. Aujourd'hui, est-ce que le football que CCM a montré avant là, l'expérience là encore date d'aujourd'hui. Il y a d'autres joueurs que les jeunes joueurs peuvent prendre comme modèle, d'accord, et s'inspirer de ces modèles-là en suivant les matchs de ces jeunes joueurs-là et de se mettre au pas sur le terrain. Donc, je pense que ce n'est pas justifié que de dire qu'il a l'expérience. Oui, il a l'expérience, mais lui, une seule hirondelle ne fait pas le printemps. Justement. Et d'ailleurs, même, ce que produisait CCM, c'est avec une équipe. Si l'équipe n'est plus là, ces joueurs ne sont plus là, les jeunes joueurs comme Naline là, est-ce qu'ils pourront avoir une communication claire et nette pour bien jouer?
Je le dis, c'est vrai que on dira... Pensez-vous qu'il est temps, on va finir sur ça, Laurent Roland qu'est-ce qu'il est temps peut-être pour ces Seigneurs de faire comme un certain Ibrahimovic, Zlatan, oui. Voilà, qui a mis fin, voilà. Non, il est temps, Mais écoutez, je crois que si on ne fait pas d'erreur, il serait déjà au-delà de 40 ans. Non, je ne sais pas. Oui, il serait déjà à moins que... Normalement ou anormalement à moins qu'il soit né aussi dans cette... Normalement ou anormalement? À moins qu'il soit né dans cette localité fameuse du Bénin, je crois. Il y a une localité dans le jour là-bas où, quand vous prenez 50% des joueurs béninois, ils sont tous nés là-bas. Donc, peut-être que s'il est né là-bas, l'âge peut-être à la baisse, mais on en reparlera. De toute façon, je pense qu'il faut faire confiance aux jeunes. Sur la question du modèle, justement, il y a le même quotidien, Gasquiani, qui pose une question plutôt intéressante. Peut-être qu'on y reviendra un peu plus tard. Jeune fille, qui est ton modèle? Oui, jeune fille qui est ton modèle, je crois que oui, c'est bien posé la question. Très belle interpellation. Oui, vous voyez ce qui se passe dans la société aujourd'hui. Il y a des femmes qui sont des modèles qu'il faut respecter. Ça. Et je ne vais pas citer de noms pour faire des jalouses aussi, pour qu'on dise que non. Mais il y a des femmes dans la société béninoise qui sont des modèles, de véritables modèles qu'on peut copier, qu'on peut suivre. En termes d'instruction, en termes d'action sociale, en termes d'action d'entrepreneuriat, de leadership, il y en a plein. Malheureusement, quand il y a le bon, il y a aussi le mauvais. Et donc le mauvais, ça pulle un peu partout. Il y a les réseaux sociaux. Vous les voyez sur TikTok du matin jusqu'au soir. Peut-être faudra-t-il faire beaucoup plus la promotion justement de ce type de femmes que vous décriviez tout à l'heure, Laurent, Roland, Tonekes. Vous permettez qu'on y revienne un peu plus tard? Oui. Parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Oui. J'aimerais qu'on finisse sur ceci, mais vraiment cette fois-ci, le radar. Jeu de hasard au Bénin, un gérant de boutique perd 12 millions dans des paris sportifs. Bon. Oui, paris sportifs, quand tu nous tiens. 12 millions de francs CFA. Je crois de boutique, hein. Les gens sont malades. Attention. Excusez le thème. Oui, non, mais écoutez, vous savez, avec tout ce qu'on dit là... On va dire souffrants. Ils sont souffrants. C'est plus tendre. Mais ils ont un problème psychologique. Oui, voilà, ils sont souffrants psychologiquement. Oh, d'accord, ils souffrent psychologiquement. Ça passe mieux. Oui, mais 12 millions, l'argent ne t'appartient pas. Tu gères une boutique. Parce qu'un Kudam t'a dit que c'est un numéro gagnant. Ouais. D'abord, oui, toujours, il y a des sites qui vous proposent. Il y a des sites qui vous proposent des numéros à acheter, quoi. Oui, et bien sûr. Et ils font la proposition pour dire, ce numéro va gagner, c'est sûr. Si tu mises. Et tu mets l'argent d'autrui dessus. Il y aurait des groupes d'ailleurs dans lesquels voilà, ces numéros sont envoyés et tout ça. Ok, si, moi, c'est derrière moi. Je l'ai déjà dit, c'est derrière moi. Aviator, j'ai joué ça en bouffée. J'ai eu des paris pendant une semaine là. Je ne vais plus jamais oser. Mais je pense que ceux qui font ces jeux aussi ont leur manière d'avoir des profits. Donc absolument. Sur peut-être un an, c'est peut-être une personne qui va gagner la cagnotte. Et vous pensez que c'est aussi facile. Les autres sont cons. Ils ont mis une machine en place. Et parfois, quand vous gagnez gros, ils perdent. Et ils n'ont pas intérêt que tous les gens gagnent tout le temps. Donc, il y a un certain nombre de choses. Les gens feraient mieux de se discipliner dans ce pays. Et d'ailleurs, même, il a dit que en fait, c'est aimer trop la facilité salariale. Bien sûr. Je peux aller acheter le Toyota. D'ailleurs, je n'achète plus. Avant, j'achetais ça, je grattais. Mais j'ai fini par comprendre que c'est mon travail qui me permettra de vivre. Gasquiani posait la question tout à l'heure aux jeunes filles, quel est ton modèle? Peut-être bien qu'on devrait élargir cette question à la jeunesse de manière générale. Jeune béninois, quel est ton modèle?